Le 12 mars 1988, une jeune étudiante de 21 ans disparaît lors d'une soirée étudiante dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Céline Marchand quitte l'appartement où se déroule la fête vers 23h30. Elle ne reviendra jamais. Pendant 16 longues années, sa mère, ses amis, les enquêteurs, tous cherchent désespérément une réponse. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme brillante qui préparait son diplôme de pharmacie? Où est-elle allée cette nuit-là? En 2004, lors de la rénovation d'un ancien entrepôt près du Vieux-Lyon, des ouvriers font une découverte qui va tout changer. Derrière un mur condamné depuis des années, ils trouvent un sac à dos. À l'intérieur, une carte d'étudiante au nom de Céline Marchand et un appareil photo Polaroid contenant des clichés qui n'ont jamais été développés. Sur l'une de ces photos, un détail à peine visible dans le reflet d'une vitre va révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment cette photo est-elle arrivée là? Qui l'a prise? Et surtout, que montre vraiment ce reflet troublant qui a échappé à tous pendant tant d'années? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, à la fin des années 80, est une ville en pleine transformation. Capitale de la région Rhône-Alpes, elle connaît un développement économique important. Le quartier de la Croix-Rousse, historiquement le quartier des Canutes, ces ouvriers de la soie qui ont fait la renommée de Lyon au XIXe siècle, attire de plus en plus d'étudiants grâce à ses loyers encore abordables et son atmosphère bohème. Les pentes escarpées, les traboules mystérieuses et les immeubles anciens donnent au quartier un charme particulier. C'est dans ce contexte que Céline Marchand, jeune femme de 21 ans, poursuit ses études à l'université Claude Bernard Lyon 1. Native de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, Céline a grandi dans un modeste appartement avec sa mère, Marie-Claire Marchand, professeure des écoles. Son père, ouvrier dans une usine textile, est décédé d'un accident du travail lorsqu'elle avait seulement 12 ans. Cette perte précoce a profondément marqué Céline, la rendant plus mature et plus responsable que la plupart des jeunes de son âge. Marie-Claire a tout sacrifié pour que sa fille unique puisse faire des études supérieures. Céline le sait et ne prend jamais à la légère les efforts de sa mère. Elle travaille avec acharnement, obtenant d'excellentes notes en faculté de pharmacie. Ses professeurs la décrivent comme une étudiante sérieuse, ponctuelle, qui pose toujours des questions pertinentes. Elle rêve d'ouvrir un jour sa propre pharmacie, peut-être à Villeurbanne, pour aider les gens de son quartier d'enfance. Physiquement, Céline mesure 1,65 m, a des cheveux châtain clair, qu'elle porte mi-longs, souvent attachés en queue de cheval lorsqu'elle étudie. Ses yeux verts et son sourire discret lui donnent un air à la fois doux et déterminé. Elle s'habille simplement, privilégiant le confort à la mode. Jeans, pulls en laine durant l'hiver lyonnais particulièrement froid et des baskets blanches qu'elle porte presque quotidiennement. Depuis septembre 1987, Céline partage un petit appartement rue des Tables Claudiennes, dans le 1er arrondissement, avec Sandrine Lefebvre, une camarade de promotion. Sandrine, originaire de Grenoble, est son opposée. Extravertie, spontanée, elle adore les sorties et les rencontres. Les deux jeunes femmes se complètent parfaitement. Sandrine pousse régulièrement Céline à sortir un peu de sa bulle studieuse, tandis que Céline aide Sandrine à se concentrer sur ses révisions avant les examens. L'appartement qu'elle loue était typique du quartier. 2e étage sans ascenseur, plafond haut, parquet ancien qui craque, chauffage central parfois capricieux. Depuis leurs fenêtres, elles ont une vue sur les toits de la Croix-Rousse et au loin, la colline de Fourvière, avec sa basilique illuminée le soir. Elles ont aménagé l'espace avec des meubles de récupération et des affiches de concerts de rock français qui tapissent les murs. En ce début d'année 1988, Céline traverse une période particulièrement intense. Elle prépare ses partiels de fin de 3e année, des examens cruciaux pour la suite de son cursus. Elle passe de longues heures à la bibliothèque universitaire, révisant la pharmacologie, la chimie organique et la physiologie. Sa mère l'appelle 2 fois par semaine, depuis la cabine téléphonique en bas de chez elle.
car elles n'ont pas les moyens d'installer une ligne fixe dans l'appartement étudiant. Céline a quelques amis proches dans sa promotion, mais elle n'est pas du genre à multiplier les connaissances superficielles. Elle déjeune régulièrement au restaurant universitaire avec un petit groupe d'étudiants en pharmacie. Sandrine, bien sûr, mais aussi Nathalie Perrin et Bruno Chalmont, deux camarades avec qui elle forme parfois des groupes de révision. Le week-end, quand elle ne travaille pas son job étudiant à la caisse d'un supermarché de Villeurbanne, elle aime se promener le long des berges du Rhône ou découvrir les brocantes du Vieux-Lyon. Elle possède peu de choses de valeur. Une montre Swatch que sa mère lui a offerte pour ses 18 ans, un petit appareil photo Polaroid, acheté d'occasion qu'elle utilise rarement, mais qu'elle adore pour capturer des moments spontanés, quelques livres de poche, et surtout, ses cours méticuleusement organisés dans des classeurs de couleurs différentes selon les matières. La vie de Céline suit un rythme régulier et prévisible. Elle se lève tôt, prend son petit déjeuner en écoutant les informations à la radio, se rend à l'université en tramway, assiste à ses cours, déjeune au restaurant universitaire, étudie à la bibliothèque, rentre en fin d'après-midi, prépare le dîner avec Sandrine, révise jusqu'à 22 heures, puis lit quelques pages d'un roman avant de s'endormir. Cette routine la rassure, lui donne l'impression de maîtriser sa vie malgré les difficultés financières. Elle évite généralement les soirées étudiantes bruyantes, préférant les petits rassemblements entre amis autour d'un repas ou d'un film au cinéma. Elle ne boit que très rarement de l'alcool, n'a jamais touché à la drogue et n'a pas de petit ami depuis sa rupture 6 mois plus tôt, avec un étudiant en médecine qu'elle avait rencontré lors d'un cours commun aux 2 facultés. Pourtant, en ce mois de mars 1988, Sandrine insiste pour que Céline l'accompagne à une soirée organisée par Vincent Garnier, un étudiant en ingénierie mécanique à l'INSA Lyon, que Sandrine a rencontré quelques semaines auparavant lors d'une soirée interfaculté. Vincent habite un grand appartement rue Néret, dans les hauteurs de la Croix-Rousse, qu'il partage avec 2 autres étudiants. Il organise régulièrement des fêtes qui attirent des étudiants de différentes facultés lyonnaises. Le samedi 12 mars 1988 s'annonce comme une journée ordinaire. Le ciel lyonnais est gris, typique de cette période de l'année où l'hiver hésite encore à céder sa place au printemps. La température avoisine les 8 degrés Celsius. Céline se réveille vers 9 heures, plus tard que d'habitude pour un samedi, car elle a étudié jusqu'à minuit la veille pour terminer une série d'exercices de chimie. Sandrine est déjà levée, installée dans la petite cuisine avec une tasse de café instantané et un magazine de mode féminin. Elle accueille Céline avec enthousiasme, lui rappelant immédiatement la soirée prévue le soir même chez Vincent. Céline grimace légèrement. Elle avait espéré que Sandrine oublierait ou changerait d'avis, mais son amie est déterminée. Après plusieurs minutes de négociation autour de la table, Céline finit par accepter, à condition de ne pas rester trop tard, car elle veut se lever tôt le dimanche matin pour continuer ses révisions. L'après-midi, Céline se rend à Villeurbanne en bus pour rendre visite à sa mère. Marie-Claire est heureuse de voir sa fille. Elles déjeunent ensemble dans la cuisine étroite, parlant des cours, des examens à venir, des nouvelles du quartier. Marie-Claire remarque que sa fille semble fatiguée, qu'elle a maigri. Elle insiste pour que Céline emporte des plats préparés. Une ratatouille, un gratin dauphinois, des portions qu'elle a cuisinées spécialement. Avant de partir, vers 17 heures, Céline promet à sa mère de l'appeler le lendemain après-midi. De retour à l'appartement vers 18h30, Céline trouve Sandrine en train de se préparer avec excitation. La radio diffuse les tubes du moment. Voyage, voyage de Désirless, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Sandrine a sorti plusieurs tenues de leur armoire commune, hésitant entre différentes combinaisons. Elle encourage Céline à faire un effort vestimentaire, à se maquiller un peu. Céline cède partiellement, enfilant un jean noir propre, un pull en coton blanc à col roulé et sa veste en jean délavé habituelle. Elle accepte que Sandrine lui passe un peu de mascara et de gloss. Vers 20h15, les 2 jeunes femmes quittent l'appartement. Sandrine porte son sac à main habituel, une petite besace en cuir marron. Céline,
Elle prend son sac à dos bleu marine, un réflexe étudiant qu'elle ne perd jamais. À l'intérieur, elle a glissé son portefeuille contenant sa carte d'identité, sa carte d'étudiante, environ 100 francs en espèces, ses clés, un paquet de mouchoirs, un baume à lèvres, un petit carnet où elle note parfois des pensées ou des citations, et son appareil photo Polaroid. Elle a emporté ce dernier sur l'insistance de Sandrine qui voulait immortaliser la soirée. Le trajet jusqu'à la rue Nérette leur prend environ 25 minutes à pied. Elle monte les pentes raides de la Croix-Rousse, croisant d'autres groupes d'étudiants qui semblent également se diriger vers des soirées. L'air est frais, le vent souffle par intermittence entre les immeubles. Les réverbères projettent des ombres allongées sur les pavés irréguliers. Elles discutent de choses banales, des cours de la semaine, d'un professeur particulièrement exigeant, des vacances de Pâques qui approchent. Elles arrivent devant l'immeuble de Vincent vers 20h45. C'est un bâtiment typique de la Croix-Rousse, façade ocre défraîchie, porte d'entrée en bois massif, avec un code d'accès que Sandrine connaît déjà. L'appartement est au 3e étage. En montant l'escalier, elles entendent déjà la musique et les rires. Vincent les accueille chaleureusement à la porte. Il a 23 ans, des cheveux bruns coupés courts, une carrure d'ancien joueur de rugby. Il porte un jean et une chemise à carreaux ouverte sur un t-shirt noir. L'appartement est déjà bien rempli. Une trentaine de personnes, peut-être plus, occupent le salon et le couloir. La musique, un mélange de rock américain et de variété française, émane d'une chaîne hi-fi installée dans un coin. Des bouteilles de bière, de vin et de soft drink sont disposées sur une grande table. Quelqu'un a préparé des chips et des biscuits apéritifs. L'atmosphère est bruyante, mais bon enfant. Sandrine se fond immédiatement dans l'ambiance, saluant des visages connus, se servant un verre de vin rouge. Céline reste plus en retrait, s'installant sur le rebord d'une fenêtre dans le salon. Elle observe les gens, reconnaît quelques étudiants croisés à l'université sans vraiment les connaître. Elle accepte un verre de limonade que lui tend l'un des colocataires de Vincent. La soirée se déroule de manière classique. Les conversations se fragmentent en petits groupes. Certains dansent dans le salon où les meubles ont été poussés contre les murs. D'autres fument des cigarettes près des fenêtres ouvertes. Céline discute un moment avec Nathalie Perrin, sa camarade de promotion, qui est également présente avec son petit ami. Elle parle des examens, échange des notes de cours. Vers 22h30, Sandrine est occupée à parler avec Vincent et un groupe d'étudiants de l'INSA. Céline se sent de plus en plus mal à l'aise dans cette ambiance bruyante. Elle s'éclipse discrètement dans le couloir, cherchant les toilettes. En revenant, elle croise un homme qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il a la quarantaine, cheveux grisonnants, costume sombre détonnant avec les tenues décontractées des étudiants. Il lui sourit poliment, s'excuse de lui avoir barré le passage. Céline le salue brièvement et retourne dans le salon. À 23h15, Céline retrouve Sandrine et lui annonce qu'elle va rentrer. Sandrine essaie de la retenir encore un peu, mais Céline est ferme. Elle est fatiguée, veut rentrer se coucher. Sandrine, un peu pompette, lui demande si elle est sûre de ne pas vouloir rester. Elle se trouve près de l'entrée de l'appartement et leur conversation est interrompue plusieurs fois par des gens qui entrent ou sortent pour fumer sur le palier. Témoin présent lors de cette conversation. Vincent Garnier se souvient avoir vu les deux jeunes femmes parler près de la porte. Bruno Chalmon, également présent, confirme avoir vu Céline avec son sac à dos sur les épaules, visiblement prête à partir. Nathalie Perrin se rappelle avoir fait un signe de la main à Céline depuis le fond du salon. À 23h30 précises, selon plusieurs témoignages concordants, Céline Marchand franchit la porte de l'appartement et commence à descendre l'escalier. Sandrine la regarde partir depuis le seuil, légèrement inquiète mais pas alarmée. Vincent est à côté d'elle. C'est la dernière fois que quelqu'un d'identifié voit Céline Marchand. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est qu'une personne observe Céline depuis l'ombre du palier inférieur. Cette personne la suit discrètement, alors qu'elle descend les marches. Dans la rue Nérette, faiblement éclairée, un véhicule est garé une vingtaine de mètres plus bas. C'est une Renault 25, de couleur gris métallisé, modèle sorti au début des années 80, avec des sièges en velours
et un tableau de bord en plastique sombre. Ce qui va se passer dans les minutes suivantes restera mystérieux pendant exactement 16 ans, 2 mois et 8 jours. Le dimanche 13 mars 1988, Marie-Claire Marchand attend l'appel promis de sa fille. Midi passe, 13h, 14h. À 15h30, l'inquiétude commence à la gagner. Céline n'a jamais manqué à sa parole. Marie-Claire se rend à la cabine téléphonique de son quartier, mais l'appartement de la rue des Tables Claudiennes n'a pas de téléphone. Elle décide d'attendre encore un peu, se disant que sa fille a peut-être été retardée. À 18h, ne tenant plus, Marie-Claire prend le bus jusqu'à Lyon. Elle arrive à l'appartement vers 19h. Sandrine ouvre la porte, surprise de voir la mère de Céline. Elle explique que Céline n'est pas rentrée de la soirée. Elle pensait que son amie avait peut-être décidé de passer la nuit chez sa mère à Villeurbanne. Quand Marie-Claire lui dit que Céline n'est pas venue, le visage de Sandrine se décompose. Les deux femmes passent les heures suivantes à essayer de comprendre. Sandrine téléphone à Vincent depuis une cabine proche. Vincent est catégorique. Céline est partie seule vers 23h30. Il l'a vue descendre l'escalier. Ils appellent Nathalie, Bruno, tous les amis qu'ils connaissent. Personne n'a vu Céline depuis la soirée. À 22h, Marie-Claire et Sandrine se rendent au commissariat du 1er arrondissement de Lyon, rue de la Martinière. L'agent de permanence prend leur déposition. Il note les informations, mais explique qu'il est fréquent que de jeunes adultes s'absentent quelques jours sans prévenir, qu'il faut attendre au moins 48 heures avant de vraiment s'inquiéter. Marie-Claire insiste. Sa fille n'est pas comme ça. L'agent promet néanmoins de transmettre l'information aux enquêteurs dès le lendemain matin. Le lundi 14 mars, l'inspecteur Jacques Fontaine est chargé du dossier. Âgé de 47 ans, il travaille à la Sûreté urbaine de Lyon depuis 20 ans. Il a l'expérience des disparitions d'adultes, qui se résolvent généralement rapidement. Il convoque Marie-Claire et Sandrine pour un entretien détaillé. Il interroge également Vincent Garnier et les personnes présentes à la soirée. Tous les témoignages concordent. Céline est partie volontairement, seule, vers 23h30. Elle semblait fatiguée, mais pas particulièrement inquiète ou effrayée. Elle n'a pas mentionné de rendez-vous ou de plan particulier. Elle voulait simplement rentrer chez elle pour dormir. L'inspecteur Fontaine lance les procédures habituelles. Il vérifie les hôpitaux de Lyon et des environs. Aucune jeune femme correspondant à la description de Céline n'a été admise. Il contacte les services de la morgue. Aucun corps non identifié. Il interroge les chauffeurs de taxi opérant dans le secteur cette nuit-là. Aucun ne se souvient avoir pris une jeune femme correspondant à cette description rue Nérette. La police étudie le trajet logique que Céline aurait dû emprunter. Descendre la rue Néret, puis la montée de la Grande Côte, traverser la place de la Croix-Rousse, descendre par la montée des Tables Claudiennes jusqu'à son appartement. Un trajet d'environ 25 minutes à pied. Les enquêteurs interrogent les riverains, les commerçants qui auraient pu voir quelque chose. Personne ne se souvient d'une jeune femme avec un sac à dos bleu marine cette nuit-là. Les jours passent. L'enquête s'intensifie. Des affiches avec la photo de Céline sont placardées dans tout le quartier de la Croix-Rousse et au-delà. Sa description est diffusée dans les médias locaux. Céline Marchand, 21 ans, 1m65, cheveux châtain clair mi-long, yeux verts, portait un jean noir, un pull blanc, une veste en jean bleu, des baskets blanches et un sac à dos bleu marine. Marie-Claire s'installe temporairement dans l'appartement de sa fille, ne pouvant supporter l'idée de rentrer seule à Villeurbanne. Elle et Sandrine organisent leurs propres recherches. Elles arpentent les rues, questionnent les passants, distribuent des tracts. L'université Claude Bernard et la faculté de pharmacie diffusent l'information auprès de tous les étudiants. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Ils fouillent l'appartement de Céline, cherchant un journal intime, des lettres, quoi que ce soit qui pourrait indiquer un état d'esprit suicidaire ou l'intention de fuguer. Ils ne trouvent que des classeurs de cours méticuleusement organisés, quelques livres, des vêtements modestes, aucun signe de mal-être psychologique, aucune lettre d'adieu. Ils interrogent longuement l'ex-petite amie de Céline, Maxime Dufour, étudiante en médecine. La rupture remontait à 6 mois.
Maxime explique qu'ils s'étaient séparés d'un commun accord, que leurs emplois du temps respectifs ne leur permettaient pas de se voir suffisamment. Il a un alibi solide pour la nuit du 12 au 13 mars. Il était de garde aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Le personnel confirme sa présence toute la nuit. L'inspecteur Fontaine et son équipe examinent minutieusement tous les participants de la soirée chez Vincent Garnier. Vincent lui-même est interrogé plusieurs fois. Son appartement est fouillé. Rien de suspect. Ses 2 colocataires sont également contrôlés. Ils n'ont rien remarqué de particulier. Les autres invités sont convoqués un par un. La plupart sont des étudiants sans histoire, sans casier judiciaire, qui confirment tous la même version. Céline est partie seule vers 23h30. Un détail intrigue cependant les enquêteurs. Plusieurs témoins mentionnent la présence d'un homme plus âgé, la quarantaine, costume sombre, qui ne semblait pas appartenir au groupe habituel d'étudiants. Vincent explique qu'il s'agit de monsieur Arnaud Forestier, un ami de son père, entrepreneur dans le bâtiment. Monsieur Forestier passait par hasard dans le quartier et s'était arrêté dire bonjour, car il avait vu la porte ouverte et reconnu Vincent qu'il connaît depuis l'enfance. Il n'est resté qu'une quinzaine de minutes. Arnaud Forestier est convoqué au commissariat le 20 mars. Il confirme sa brève visite. Il se souvient vaguement avoir croisé une jeune femme dans le couloir, mais ne lui a pas parlé. Il était reparti vers 22h30, bien avant le départ de Céline. Les vérifications effectuées sur lui ne révèlent rien de suspect. Entrepreneur respecté, marié, père de 2 enfants, casier judiciaire vierge. Les semaines deviennent des mois. L'enquête piétine. Aucun témoin fiable ne se manifeste. Aucune piste sérieuse n'émerge. Les plongeurs de la brigade fluviale sondent le Rhône et la Saône à plusieurs endroits stratégiques. Rien. Des recherches sont organisées dans les parcs, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés du quartier. Rien. La carte bancaire de Céline n'a jamais été utilisée après le 12 mars. Son compte en banque, qui contenait environ 2000 francs d'économie, n'a connu aucun mouvement. Marie-Claire Marchand sombre lentement dans une dépression silencieuse. Elle continue d'enseigner à l'école primaire, mais ses collègues remarquent qu'elle n'est plus la même. Elle a maigri, son regard est constamment ailleurs. Elle passe ses week-ends à coller des affiches, à interroger des gens dans la rue, refusant d'accepter le silence qui entoure la disparition de sa fille unique. Sandrine Lefebvre, rongée par la culpabilité, se demande sans cesse ce qui serait arrivé si elle n'avait pas insisté pour que Céline vienne à cette soirée ou si elle l'avait accompagnée lors de son départ. Elle termine difficilement son année universitaire, obtenant ses examens de justesse. L'année suivante, elle décide de quitter Lyon et de retourner à Grenoble, incapable de continuer à vivre dans cet appartement hanté par l'absence de son ami. L'inspecteur Jacques Fontaine, malgré son expérience et son professionnalisme, est troublé par cette affaire. Rien ne colle. Pas de corps, pas de témoins, pas de mobile apparent. Céline n'avait pas d'ennemis, pas de dettes, pas de vie secrète découverte. Elle semblait simplement avoir disparu dans l'air nocturne de la Croix-Rousse. En 1989, 1 an après la disparition, une cérémonie commémorative est organisée à la faculté de pharmacie. Marie-Claire y assiste, tenant dans ses mains tremblantes la photo de sa fille en toge lors d'une remise de prix l'année précédente. Environ 50 personnes sont présentes. Professeurs, étudiants, amis. Des bougies sont allumées. Des témoignages sont partagés. Mais au fond, chacun sait que sans réponse, sans corps, il ne peut y avoir de véritable deuil. Au fil des années, l'affaire Céline Marchand devient l'un de ces dossiers qui hantent les archives de la police judiciaire lyonnaise. Les enquêteurs qui reprennent le dossier périodiquement n'ont rien de nouveau à apporter. Les techniques d'investigation évoluent, mais sans éléments matériels, sans témoins, sans pistes, il n'y a rien à réexaminer. Marie-Claire vieillit prématurément. En 1995, elle prend sa retraite anticipée, épuisée physiquement et mentalement. Elle transforme la chambre de Céline dans son appartement de Villeurbanne en une sorte de sanctuaire, conservant intacts les livres, les peluches d'enfance, les photos. Chaque anniversaire du 12 mars, elle se rend à la place de la Croix-Rousse et y dépose des fleurs.
Les amis de Céline suivent leur propre trajectoire. Nathalie Perrin obtient son diplôme de pharmacie et ouvre une officine à Annecy. Bruno Chalmon devient pharmacien hospitalier à Marseille. Vincent Garnier termine ses études d'ingénieur et part travailler à l'étranger. Sandrine Lefebvre se marie, a des enfants, mais ne revient jamais à Lyon. Tous portent en eux le souvenir de cette nuit de mars où une camarade a simplement disparu. L'inspecteur Jacques Fontaine prend sa retraite en 1998. L'affaire Marchand reste son plus grand échec professionnel, celle qui le réveille encore certaines nuits. Il a conservé un dossier personnel avec des copies de tous les documents, des photos, des notes manuscrites. Parfois, il le rouvre, le relit, espérant qu'un détail lui ait échappé. Mais il ne trouve jamais rien. Le temps, cruel et indifférent, continue son œuvre. Les affiches dans les rues de Lyon finissent par être recouvertes par d'autres annonces, d'autres disparitions, d'autres tragédies. Le nom de Céline Marchand s'efface progressivement de la mémoire collective, ne subsistant que dans le cœur brisé de sa mère et dans les cauchemars de quelques personnes qui l'ont connue. L'année 2004 marque le début d'une phase de rénovation urbaine importante dans le vieux Lyon. La ville souhaite revitaliser certains quartiers historiques, transformer d'anciens entrepôts en lofts modernes, créer des espaces culturels et commerciaux. Un programme ambitieux visant à préserver le patrimoine tout en modernisant les infrastructures. Le 20 mai 2004, une entreprise de démolition et de rénovation commence les travaux sur un ancien entrepôt situé quai Romain-Rolland, le long de la Saône, dans le 5e arrondissement. Le bâtiment, construit au début du XXe siècle, servait autrefois au stockage de textiles et de marchandises diverses. Abandonné depuis le milieu des années 90, il est devenu un lieu squatté occasionnellement par des sans-abri, ses fenêtres murées, ses portes condamnées. L'entreprise chargée des travaux est une société locale spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens. Les ouvriers commencent par sécuriser les lieux, vérifier la structure, préparer la démolition des cloisons intérieures pour ouvrir de grands espaces. Le bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Les murs épais en pierre témoignent de son ancienneté. Le matin du jeudi 27 mai, aux alentours de 10h30, 2 ouvriers, Karim Belhadj et Christophe Morel, travaillent au démontage d'une cloison en bois à l'étage supérieur. La chaleur est déjà pesante pour un mois de mai. Les hommes transpirent sous leurs casques de chantier et leurs gilets de sécurité fluorescents. En retirant les planches de bois d'une fausse cloison qui semble avoir été ajoutée ultérieurement à la structure originale du bâtiment, Christophe remarque quelque chose coincé dans l'espace vide entre 2 murs. Il appelle Karim. Les 2 hommes s'approchent avec leurs lampes torches. Dans la pénombre poussiéreuse, ils distinguent un sac à dos. Christophe tire prudemment l'objet. C'est un sac à dos bleu marine, sale, couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais étonnamment bien conservé compte tenu des années passées dans cet espace confiné. Le tissu synthétique a résisté. Les fermetures éclairs fonctionnent encore. Les 2 ouvriers posent le sac au sol et l'ouvrent avec curiosité. À l'intérieur, ils trouvent plusieurs objets qui leur glacent progressivement le sang. Un portefeuille en cuir marron, ils l'ouvrent, une carte d'identité au nom de Céline Marchand, née le 15 avril 1967 à Villeurbanne. La photo montre une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux clairs, souriant légèrement. La carte a été délivrée en 1986. À côté, une carte d'étudiante de l'université Claude Bernard Lyon 1, même photo, même nom, année 1987-1988. Il y a aussi un petit carnet à spirale, des pages jaunies couvertes de notes manuscrites, un baume à lèvres, un paquet de mouchoirs en papier intact, des clés sur un porte-clés en forme de tour Eiffel, environ 90 francs en billets et pièces, et surtout un appareil photo Polaroid de modèle Sun 640, rouge et noir, avec un petit sac en plastique contenant 4 cartouches de film non utilisées. Christophe et Karim se regardent, comprenant immédiatement qu'ils viennent de faire une découverte qui dépasse largement le cadre de leur travail quotidien.
Ils appellent leur contremaître, Michel Desroches, qui monte immédiatement à l'étage. En voyant le contenu du sac, Michel prend la décision de contacter la police sans toucher à quoi que ce soit d'autre. À 11h15, 2 agents de police du commissariat du 5e arrondissement arrivent sur le chantier. Ils sécurisent les lieux, photographient le sac et son contenu in situ, puis contactent la brigade criminelle. Le nom de Céline Marchand ne leur dit rien immédiatement, mais une recherche rapide dans les bases de données révèle qu'il s'agit d'une disparition non résolue datant de 1988. L'affaire est immédiatement transmise au commandant Élise Beaumont, une enquêtrice de 42 ans qui dirige une unité spécialisée dans les affaires anciennes et les cold cases. Élise Beaumont a rejoint la police judiciaire de Lyon en 1995, après des études de criminologie et plusieurs années en tant que lieutenant dans une brigade de proximité. Elle s'est faite une réputation en résolvant plusieurs affaires classées grâce à une combinaison de ténacité, d'intuition et d'utilisation intelligente des nouvelles technologies. Le commandant Beaumont arrive sur le chantier, en début d'après-midi, accompagné de 2 techniciens de l'identité judiciaire. Elle examine minutieusement le lieu de la découverte. L'espace entre les 2 murs mesure environ 70 cm de profondeur. Le sac était posé au fond, non pas jeté négligemment, mais plutôt posé avec une certaine précaution. Aucun autre objet n'est présent dans cet espace. Les techniciens prélèvent le sac et son contenu pour analyse au laboratoire. Ils examinent également l'endroit à la recherche d'empreintes digitales, de traces ADN, de toute forme d'indices matériels. La cloison en bois qui cachait l'espace semble avoir été installée de manière professionnelle, probablement dans les années 80 ou 90, mais il est difficile de déterminer une date précise. Élise Beaumont interroge les ouvriers, le contremaître, le propriétaire de l'entreprise de rénovation. Elle veut savoir qui avait accès à ce bâtiment au fil des ans. Les archives municipales révèlent que l'entrepôt a été utilisé jusqu'en 1994 par une société de transport qui a fait faillite. Ensuite, le bâtiment est resté vide, officiellement condamné mais probablement accessible par des fenêtres brisées ou des portes forcées. De retour au commissariat, Élise Beaumont et son équipe ressortent le dossier complet de la disparition de Céline Marchand. Un épais classeur contenant des centaines de pages. Dépositions, témoignages, photos, rapports d'enquête. Tout le travail méticuleux effectué par l'inspecteur Jacques Fontaine et ses collègues en 1988 et les années suivantes. Élise lit et relit chaque document. Elle constate la qualité du travail initial. Fontaine n'avait rien négligé. Toutes les pistes avaient été explorées. Pourtant, aucune n'avait mené quelque part. Et maintenant, 16 ans plus tard, le sac à dos de Céline refait surface dans un entrepôt situé à environ 3 km de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. La grande question qui obsède immédiatement Élise est « Comment ce sac est-il arrivé là ?» Céline elle-même l'a-t-elle caché? Quelqu'un d'autre l'a-t-il placé à cet endroit? Et surtout, pourquoi cacher un sac dans un mur plutôt que de le détruire ou de s'en débarrasser dans le fleuve? Le lendemain, vendredi 28 mai, les techniciens du laboratoire commencent l'analyse des objets. Le sac à dos ne présente aucune trace de sang ni de violence apparente. Les empreintes digitales relevées correspondent en majorité à celles de Céline, présentes dans le fichier depuis les vérifications effectuées en 1988 à partir d'objets personnels. Quelques empreintes partielles non identifiées sont également détectées, mais elles pourraient appartenir à n'importe qui ayant manipulé le sac au fil des ans, y compris les ouvriers du chantier. L'appareil photo Polaroid attire particulièrement l'attention d'Élise Beaumont. C'est un modèle populaire dans les années 80, relativement robuste. Elle demande aux techniciens de vérifier s'il contient encore un film. Effectivement, une cartouche entamée est toujours insérée dans l'appareil. Normalement, dans un Polaroid de ce type, les photos se développent automatiquement après la prise de vue et sortent de l'appareil. Mais ce modèle particulier possédait une fonction moins connue.
Un petit compartiment de stockage interne où l'utilisateur pouvait glisser temporairement des photos déjà développées. Les techniciens ouvrent délicatement l'appareil dans une chambre noire. Ils découvrent 3 photographies Polaroid de format standard, 8,8 cm sur 10,7 cm, qui ont miraculeusement survécu aux années. Les photos sont légèrement décolorées, mais encore parfaitement lisibles. Le lundi 31 mai 2004, le commandant Élise Beaumont convoque une réunion de son équipe pour examiner les 3 photographies découvertes dans l'appareil de Céline Marchand. Sont présents le lieutenant Thomas Mercier, spécialiste en analyse d'images et de vidéos, le lieutenant Sophie Arnaud, psychologue criminel attaché à l'unité, et le capitaine Franck Dubois, ancien de l'identité judiciaire, reconverti dans les enquêtes de terrain. Les 3 photos sont disposées sur une table éclairée. Elles ont été numérisées en haute résolution pour permettre une analyse détaillée sans risquer d'endommager les originaux fragiles. La première photo montre un groupe d'étudiants dans ce qui semble être un appartement, probablement lors de la soirée du 12 mars 1988. On reconnaît Vincent Garnier au centre, un verre à la main, souriant. D'autres visages flous entourent la scène. L'arrière-plan révèle un salon typique d'étudiants, meubles dépareillés, affiches au mur, bouteilles sur une table. Rien de particulier. La deuxième photo est plus sombre, prise probablement dans le couloir de l'appartement. On y voit Sandrine Lefebvre en conversation avec 2 autres personnes non identifiées. L'éclairage est faible, donnant à l'image une ambiance nocturne. Là encore, rien qui sorte de l'ordinaire pour une soirée étudiante. C'est la 3e photo qui capte immédiatement toute l'attention de l'équipe. Elle montre l'intérieur d'un véhicule, prise depuis le siège passager avant. On distingue une partie du tableau de bord, le volant, et surtout, dans la vitre latérale, un reflet. La photo a été prise la nuit, probablement avec le flash, ce qui a créé ce reflet dans la vitre sombre. Le lieutenant Thomas Mercier commence son analyse. Il projette l'image agrandie sur un écran. Le tableau de bord visible est caractéristique d'une voiture française des années 80. On distingue des cadrans circulaires, un volant à 3 branches, des commandes de ventilation typiques de cette époque. Mais ce qui attire vraiment l'œil, c'est un autocollant partiellement visible sur le tableau de bord, près du volant. L'autocollant montre un logo, une équerre et un compas entrecroisés, symbole immédiatement reconnaissable. Plus troublante encore, dans le reflet de la vitre, on distingue 2 silhouettes. L'une est floue mais semble être une jeune femme aux cheveux clairs, possiblement Céline elle-même qui a pris la photo. L'autre silhouette au volant est celle d'un homme d'âge moyen. Ses traits sont difficiles à discerner à cause de la qualité du reflet, mais on peut deviner des cheveux grisonnants, un profil anguleux. Élise Beaumont sent son pouls s'accélérer. Cette photo a été prise par Céline elle-même, probablement peu de temps après son départ de la soirée. Elle se trouvait donc dans un véhicule avec quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté. Quelqu'un qui possédait une Renault 25 ou un modèle similaire. Quelqu'un dont l'identité peut potentiellement être découverte grâce à cet autocollant. Sophie Arnaud, la psychologue, intervient. Le fait qu'elle ait pris cette photo est significatif. Soit elle voulait immortaliser un moment qu'elle jugeait important, soit elle se sentait suffisamment en confiance pour sortir son appareil, soit elle marque une pause. Soit elle essayait de documenter quelque chose qui l'inquiétait. L'équipe se concentre sur l'autocollant. Le symbole de l'équerre et du compas est associé à la franc-maçonnerie, une organisation présente en France depuis des siècles. Il existe plusieurs loges maçonniques à Lyon, certaines très anciennes et respectées. Cet élément pourrait être crucial pour identifier le propriétaire du véhicule. Franck Dubois suggère de reprendre tous les témoignages de 1988 concernant les personnes présentes à la soirée et leur véhicule. Élise approuve et ajoute une directive spécifique. Ils doivent identifier tous les hommes d'âge moyen présents dans l'immeuble ou à proximité ce soir-là, ainsi que toute personne ayant un lien avec la franc-maçonnerie. Le nom d'Arnaud Forestier ressurgit immédiatement. L'homme en costume sombre, la quarantaine, ami du père de Vincent, qui était passé brièvement à la soirée. Les notes de l'enquête initiale mentionnent
qu'il avait été interrogé et rapidement écarté. Mais aucune vérification approfondie n'avait été effectuée sur son véhicule ou ses affiliations. Élise décide de commencer par là. Le mercredi 2 juin, elle et le lieutenant Mercier se rendent aux archives municipales et aux fichiers de la préfecture pour retrouver des informations sur Arnaud Forestier. Les données de 1988 révèlent qu'il était effectivement entrepreneur dans le bâtiment, propriétaire d'une petite société spécialisée dans la rénovation. Son casier judiciaire est vierge. Son permis de conduire valide. Les registres des immatriculations de l'époque, conservés sous format papier et partiellement numérisés, montrent qu'Arnaud Forestier possédait en 1988 une Renault 25 gris métallisée, modèle TX, immatriculée dans le département du Rhône. L'information fait l'effet d'une décharge électrique. Élise cherche à localiser Arnaud Forestier aujourd'hui, en 2004. Les recherches révèlent qu'il vit toujours à Lyon, dans le 6e arrondissement, quartier des Brotteaux. Il a maintenant 58 ans, toujours marié à la même femme, Brigitte Forestier. Leur société de rénovation a prospéré et emploie une quinzaine de personnes. Le jeudi 3 juin, Élise Beaumont décide d'une approche prudente. Plutôt que de convoquer immédiatement Forestier au commissariat, ce qui pourrait l'alerter et lui donner le temps de préparer sa défense, elle choisit de l'observer d'abord, de recueillir plus d'informations. Elle demande à Franck Dubois de se renseigner discrètement sur les activités de Forestier, ses fréquentations, son passé. Franck découvre qu'Arnaud Forestier est effectivement membre d'une loge maçonnique lyonnaise, la Loge de la Fidélité, rattachée au Grand Orient de France. Il y a adhéré en 1979, donc bien avant les événements de 1988. Cette information confirme l'hypothèse de l'autocollant sur le tableau de bord. Parallèlement, Élise décide de reprendre contact avec les témoins clés de l'époque. Le premier est l'inspecteur Jacques Fontaine, maintenant retraité et âgé de 63 ans. Elle le rencontre chez lui, dans un pavillon de la banlieue lyonnaise, le vendredi 4 juin. Jacques Fontaine se souvient parfaitement de l'affaire Céline Marchand. Quand Élise lui explique la découverte du sac et des photos, le vieil inspecteur devient livide. Il se maudit de ne pas avoir creusé davantage la piste Forestier à l'époque. Il semblait tellement au-dessus de tout soupçon, murmure-t-il. Un notable, un entrepreneur respecté, ami de famille de Vincent Garnier. Il n'était resté que 15 minutes à la soirée. Je n'ai pas pensé... Élise le rassure. Forestier avait un alibi, une réputation irréprochable, aucun lien apparent avec Céline. L'enquête initiale avait suivi une logique raisonnable. Mais maintenant, avec cette photo, les choses changent radicalement. Le lundi 7 juin, Élise et son équipe convoquent à nouveau Vincent Garnier, maintenant âgé de 39 ans, marié, père de famille, ingénieur dans une entreprise aéronautique. Vincent est surpris de recevoir cette convocation après tant d'années. Quand les enquêteurs lui montrent les photos, il confirme que les deux premières ont bien été prises lors de sa soirée en mars 1988. Il se souvient que Céline avait son Polaroid avec elle, qu'elle avait pris quelques clichés. Concernant Arnaud Forestier, Vincent explique que c'est un vieil ami de son père, qu'ils se connaissent depuis son enfance. Forestier avait effectivement une Renault 25 grise à l'époque. Vincent se souvient que Forestier était parti vers 22h30, bien avant Céline. Il n'imagine pas une seconde qu'il puisse être impliqué. Élise demande alors « Est-il possible que M. Forestier soit revenu plus tard dans la soirée ou qu'il soit resté dans les environs ?» Vincent réfléchit, cherche dans ses souvenirs, mais il était occupé avec ses invités. Il ne peut pas être certain de tout. L'équipe interroge également Sandrine Lefebvre, maintenant âgée de 37 ans, qui vit à Grenoble avec son mari et leurs deux enfants. Sandrine est bouleversée d'apprendre la découverte du sac de Céline. Elle pleure en voyant les photos, reconnaissant immédiatement sa meilleure amie derrière l'objectif. Concernant la troisième photo, celle dans la voiture, elle est formelle. Cette photo n'a pas été prise pendant la soirée dans l'appartement. Elle ne reconnaît ni le véhicule, ni l'environnement. Cela signifie que Céline a pris cette photo après son départ. Le mardi 8 juin, Élise convoque Marie-Claire Marchand.
La mère de Céline a maintenant 68 ans. Les années ont été impitoyables. Ses cheveux sont blancs, son dos voûté, ses mains tremblent légèrement. Quand Élise lui montre les photos de sa fille, Marie-Claire éclate en sanglots. C'est la première image de Céline qu'elle voit depuis 16 ans, en dehors des anciennes photos de famille qu'elle contemple chaque jour. Elle confirme que le Polaroid appartenait bien à sa fille. Céline l'avait acheté d'occasion quelques mois avant sa disparition. Concernant Arnaud Forestier, Marie-Claire ne connaît pas ce nom. Il n'est jamais apparu dans leur vie. L'étau se resserre autour de Forestier, mais Élise sait qu'elle n'a pas encore suffisamment d'éléments pour l'accuser formellement. Une photo dans une voiture, même si elle prouve que Céline était avec lui, ne constitue pas une preuve de crime. Elle doit trouver plus. Le mercredi 9 juin, Franck Dubois effectue une surveillance discrète du domicile et du lieu de travail de Forestier. Il observe un homme au comportement apparemment normal. Il part travailler le matin, déjeune dans un restaurant proche de son entreprise, rentre chez lui en fin d'après-midi. Rien de suspect. Élise décide alors d'examiner plus en détail le passé de Forestier. Elle demande à son équipe de vérifier s'il existe d'autres disparitions non résolues à Lyon ou dans la région entre 1979 et aujourd'hui, particulièrement de jeunes femmes. La recherche prend plusieurs jours. Le lundi 14 juin, les résultats arrivent. 2 autres cas attirent l'attention. En 1981, une jeune femme de 24 ans, serveuse dans un restaurant, a disparu après sa fermeture sans laisser de traces. En 1985, une étudiante de 19 ans n'est jamais rentrée chez elle après une soirée dans une discothèque. Les 2 affaires sont restées non résolues. Aucun lien avec Forestier n'a été établi à l'époque, mais personne n'avait pensé à le vérifier non plus. Élise décide qu'il est temps de confronter Arnaud Forestier. Elle prépare soigneusement son interrogatoire, consciente qu'elle n'aura probablement qu'une seule chance de le faire parler. Le mardi 15 juin 2004, à 8 heures du matin, Élise Beaumont et Franck Dubois se présentent au domicile d'Arnaud Forestier. Ils sonnent. Une femme d'une 50aine d'années ouvre la porte. C'est Brigitte Forestier. Élise se présente et demande à parler à son mari. Brigitte, surprise mais polie, les fait entrer dans un salon confortablement meublé. Arnaud Forestier descend quelques minutes plus tard, en peignoir, visiblement tiré du lit. Il a vieilli depuis 1988. Ses cheveux sont maintenant presque entièrement blancs. Son visage porte les marques du temps. Mais ses yeux, d'un bleu glacial, n'ont rien perdu de leur intensité. Élise lui explique calmement qu'elle enquête sur une affaire ancienne et qu'elle souhaiterait qu'il les accompagne au commissariat pour répondre à quelques questions. Forestier demande de quoi il s'agit. Élise mentionne simplement le nom de Céline Marchand. Elle observe attentivement sa réaction. Pendant une fraction de seconde, imperceptible pour quelqu'un qui ne serait pas entraîné, un muscle se contracte au coin de l'œil de Forestier. Puis, il reprend son masque impassible. Céline Marchand? Oui, je me souviens. Cette pauvre jeune fille qui a disparu il y a longtemps. J'avais été interrogé à l'époque, je crois, mais je ne vois pas ce que je pourrais ajouter après tant d'années. Élise sourit poliment. Nous avons de nouveaux éléments. Ce serait vraiment utile que vous veniez nous en parler. Le ton est courtois mais ferme. Forestier comprend qu'il n'a pas vraiment le choix. Il s'habille et accompagne les enquêteurs. Au commissariat, Forestier est conduit dans une salle d'interrogatoire. Élise et Thomas Mercier mènent l'entretien qui est enregistré. Forestier accepte de parler sans avocat, confiant en sa capacité à gérer la situation. Les premières questions sont factuelles. Que faisiez-vous le soir du 12 mars 1988 ? Forestier répète la version qu'il a donnée 16 ans plus tôt. Il passait par hasard dans le quartier, a vu la porte ouverte chez Vincent Garnier, qu'il connaît depuis l'enfance, s'est arrêté dire bonjour et est resté une quinzaine de minutes, est reparti vers 22h30. Élise hoche la tête, puis sort une enveloppe. Elle en extrait la 3e photo Polaroid et la pose devant Forestier. « Reconnaissez-vous cette photo ?» Forestier la regarde longuement. Son visage reste impassible, mais ses mains, posées sur la table, se crispent légèrement. « Non, je ne vois pas ce que c'est. »« C'est l'intérieur de votre voiture, monsieur Forestier.
Une Renault 25 gris métallisé que vous possédiez en 1988. On reconnaît le tableau de bord et surtout cet autocollant maçonnique que vous aviez collé près du volant. Forestier ne dit rien. Cette photo a été prise par Céline Marchand la nuit de sa disparition. Elle se trouvait donc dans votre véhicule. Or, vous avez toujours affirmé être parti bien avant elle et ne l'avoir jamais revue. Pouvez-vous nous expliquer cette contradiction? Le silence s'installe dans la salle. Forestier fixe la photo. Quelque chose change dans son expression. La façade commence à se fissurer. Arnaud Forestier reste silencieux pendant ce qui semble une éternité. Le commandant Élise Beaumont n'insiste pas, sachant que le silence est parfois plus efficace que n'importe quelle question. Elle observe cet homme de 58 ans dont le masque d'assurance se fendille progressivement. Finalement, Forestier prend une longue inspiration et commence à parler, sa voix étrangement calme et détachée, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Je n'avais pas prévu que cela arrive cette nuit-là. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'était pas quelque chose de planifié. » Élise se penche légèrement en avant. « Racontez-nous ce qui s'est passé, monsieur Forestier. » Forestier ferme les yeux un instant, puis les rouvre. « J'étais effectivement passé à la soirée chez Vincent vers 22 heures. Je revenais d'un dîner professionnel dans le quartier. J'ai vu les fenêtres éclairées. J'ai reconnu l'immeuble où habitait le fils d'un ami. Je suis monté, j'ai échangé quelques mots, j'ai bu un verre de jus d'orange. Et puis j'ai remarqué cette jeune femme. » Il s'interrompt, cherche ses mots. Elle était différente des autres, réservée, un peu perdue dans toute cette agitation. Elle lisait près d'une fenêtre. Nous avons échangé quelques mots dans le couloir quand je suis allé aux toilettes. Rien de significatif. Juste une conversation polie. Elle m'a dit qu'elle étudiait la pharmacie, qu'elle s'appelait Céline. Je lui ai parlé de mon travail dans le bâtiment, peut-être 3 minutes en tout. Thomas Mercier intervient. Et ensuite, je suis reparti comme prévu vers 22h30. Je suis descendu, je suis retourné à ma voiture garée rue Nérette. Mais au lieu de partir immédiatement, je suis resté là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai allumé une cigarette, j'ai attendu, comme si quelque chose me retenait. Sa voix devient plus rauque. Vers 23h30, je l'ai vue sortir de l'immeuble. Seule. Elle portait son sac à dos. Elle a commencé à descendre la rue, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Je suis descendu de ma voiture et je l'ai appelée. Elle s'est retournée, m'a reconnu, je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a dit qu'elle rentrait chez elle rue des Tables Claudiennes. Je lui ai proposé de la raccompagner, que ce n'était pas prudent pour une jeune femme de marcher seule la nuit dans ces rues mal éclairées. Élise demande. Et elle a accepté, elle a hésité. Je le voyais bien, mais j'avais l'air respectable, costume, cravate. J'étais l'ami du père de Vincent. Elle m'avait vu à la soirée. Je n'étais pas un inconnu. Elle a fini par accepter. Elle est montée dans ma voiture. Forestier marque une pause. Son regard se perd dans le vide. Nous avons roulé un moment. Je ne me dirigeais pas vers la rue des Tables Claudiennes. Je lui ai dit que je voulais lui montrer quelque chose. Un bâtiment que je rénovais, que ça ne prendrait que quelques minutes. Elle a commencé à s'inquiéter. Je le sentais. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti son appareil photo. Elle l'a fait discrètement, mais je l'ai vue. Elle a pris une photo de l'intérieur de la voiture. Je pense qu'elle voulait avoir une preuve au cas où. La voix de Forestier tremble légèrement maintenant. J'aurais dû la ramener immédiatement chez elle. J'aurais dû écouter la petite voix dans ma tête qui me disait d'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à rouler vers le Vieux Lyon, vers cet entrepôt que ma société était en train de rénover quai Romain-Roland, le même bâtiment où son sac a été retrouvé. Élise sent son cœur battre plus fort. Ils approchent de la vérité. Quand nous sommes arrivés devant l'entrepôt, Céline a voulu descendre de la voiture. Elle disait qu'elle voulait rentrer chez elle, qu'elle avait changé d'avis. J'ai insisté pour qu'elle vienne juste voir l'intérieur. Elle a refusé. Nous avons eu une discussion. Le mot « discussion » sonne faux dans sa bouche. Elle a essayé d'ouvrir la portière, mais je l'avais verrouillée. Elle a paniqué, elle a crié. C'était la nuit, le quai était désert. Personne ne pouvait l'entendre. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer que je ne voulais pas lui faire de mal. Mais elle ne m'écoutait plus. Elle se débattait. Son sac à dos est tombé entre les sièges.
Forestier se tait à nouveau. Élise doit l'encourager. « Continuez, monsieur Forestier. » Je l'ai obligé à sortir de la voiture. Je l'ai emmené dans l'entrepôt. J'avais les clés, évidemment. C'était mon chantier. À l'intérieur, elle pleurait, suppliait. Elle disait qu'elle ne dirait rien, qu'elle voulait juste rentrer chez elle, chez sa mère. Elle parlait de sa mère sans arrêt. La voix de Forestier se brise. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la laisser partir maintenant, qu'elle raconterait ce que j'avais fait, qu'elle parlerait à la police, que ma vie, ma famille, ma réputation, tout serait détruit. Elle jurait qu'elle ne dirait rien. Mais je ne pouvais pas prendre ce risque, vous comprenez? Je ne pouvais pas. Élise demande, la gorge serrée. « Qu'avez-vous fait, monsieur Forestier ?» Le silence retombe. Puis dans un murmure à peine audible, « Je l'ai étranglée avec mes mains. Elle s'est débattue, mais je suis plus fort. Ça a duré, je ne sais pas, peut-être 2 minutes, peut-être plus. Quand elle a cessé de bouger, je l'ai lâchée. Elle était par terre, immobile. J'ai attendu, vérifié qu'elle ne respirait plus. Thomas Mercier intervient, professionnel malgré l'horreur. « Qu'avez-vous fait du corps ?» L'entrepôt avait un sous-sol, accessible par une trappe dans le sol, un ancien espace de stockage datant de la construction initiale. Personne n'y descendait plus depuis des années. J'ai porté son corps là en bas. J'ai creusé une fosse dans la terre battue, avec des outils qui se trouvaient sur le chantier. J'ai travaillé toute la nuit. Au petit matin, elle était enterrée profondément. J'ai recouvert l'endroit avec du béton frais que nous avions pour d'autres travaux. Puis j'ai nettoyé, effacé toutes les traces. Élise sent la nausée monter, mais se force à rester concentrée. Et son sac à dos? Je l'avais oublié dans la voiture. Je l'ai retrouvé le lendemain matin. J'aurais pu le jeter dans le Rhône, mais j'avais peur que quelqu'un me voie. Alors je suis retourné à l'entrepôt quelques jours plus tard. Il y avait ce faux mur que nous construisions pour séparer 2 espaces. J'ai glissé le sac dedans avant que la cloison ne soit terminée. Je me disais qu'il ne serait jamais retrouvé, que personne n'aurait de raison de démonter ce mur. Et l'appareil photo? Vous saviez qu'il y avait des photos dedans? Non, je n'ai même pas ouvert le sac. Je voulais juste m'en débarrasser le plus vite possible. Si j'avais su pour les photos, j'aurais tout détruit. Élise pose la question qui lui brûle les lèvres. Pourquoi, monsieur Forestier? Pourquoi avoir fait monter cette jeune femme dans votre voiture? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment? Et Forestier lève les yeux vers elle, et pour la première fois, elle voit quelque chose d'humain dans son regard. Du remords, de la honte, impossible à dire. Je ne sais pas, vraiment. J'avais bu quelques verres ce soir-là au dîner professionnel. Ma vie était compliquée. Mon mariage battait de l'aile. Mon entreprise avait des problèmes financiers. Je me sentais vieux, invisible. Et cette jeune femme, belle, intelligente, avec toute la vie devant elle, je voulais juste parler avec elle, être vu par elle. Rien de plus au départ. Mais une fois qu'elle était dans la voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est comme si je ne contrôlais plus rien, comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Thomas demande, y a-t-il eu d'autres victimes? Les disparitions de 1981 et 1985? Forestier secoue la tête vigoureusement. Non, jamais, je le jure. Céline était un accident, une horrible erreur dont je n'ai pas réussi à revenir. J'ai vécu chaque jour depuis cette nuit avec ce poids. Mais vous avez continué votre vie normalement, remarque Élise avec froideur. Vous aviez votre entreprise, votre famille, vos activités maçonniques, pendant que Marie-Claire Marchand mourait à petit feu chaque jour en se demandant ce qui était arrivé à sa fille unique. Forestier baisse les yeux. Il n'a rien à répondre à cela. Élise se lève. « Arnaud Forestier, je vous arrête pour le meurtre de Céline Marchand et la séquestration de son corps. Vous allez être placé en garde à vue. Nous allons maintenant retourner à cet entrepôt et vous allez nous montrer exactement où se trouve le corps. » Le lendemain, le mercredi 16 juin 2004, une équipe de techniciens et d'enquêteurs se rend à l'ancien entrepôt quai Romain Rolland. Les travaux de rénovation sont immédiatement suspendus. Arnaud Forestier, menotte au poignet, désigne l'emplacement du sous-sol. La trappe, condamnée depuis des années, est ouverte. En descendant avec des lampes puissantes, les techniciens découvrent un espace humide et sombre. Forestier indique un coin spécifique.
Là, sous cette zone de béton, les travaux de fouille commencent. À l'aide de marteaux-piqueurs, puis d'outils plus délicats, les enquêteurs percent la couche de béton. En dessous, la terre. Ils creusent prudemment. Après 6 heures de travail méticuleux, vers 17 heures, les pelles touchent quelque chose. Des morceaux de tissu, puis des ossements, le corps de Céline Marchand, ou ce qu'il en reste après 16 ans sous terre. Les médecins légistes prennent le relais. L'extraction est longue et délicate. Le corps est dans un état de décomposition avancé. Mais l'expertise médico-légale confirmera qu'il s'agit bien d'une jeune femme de 20 à 25 ans, mesurant environ 1,65 m et que la cause probable du décès est une strangulation. Marie-Claire Marchand est informée officiellement le jeudi 17 juin. Élise Beaumont se rend personnellement chez elle pour lui annoncer la nouvelle. La vieille femme écoute en silence, puis elle demande simplement « Est-elle souffert ?» Élise hésite puis décide de la vérité. Probablement, oui, mais ça n'a pas été long. Marie-Claire hoche la tête lentement. Ses yeux sont secs. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps au cours des 16 dernières années. Maintenant, elle ressent surtout un vide immense. « Au moins, je sais », murmure-t-elle. « Au moins, maintenant, je sais ». L'affaire Arnaud Forestier fait les gros titres dans toute la France durant l'été 2004. Un entrepreneur respecté, franc-maçon, père de famille, qui a vécu 16 ans avec le secret d'un meurtre. Les médias s'emparent de l'histoire, multipliant les analyses psychologiques, les débats sur la peine de mort récemment abolie, les questionnements sur comment un tel homme a pu dissimuler un tel crime pendant si longtemps. L'expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction révèle qu'Arnaud Forestier ne présente pas de pathologie mentale majeure. Il comprend la différence entre le bien et le mal. Il est jugé pleinement responsable de ses actes. Les psychiatres notent cependant une personnalité narcissique, un besoin de contrôle excessif et une incapacité à gérer l'impulsivité lorsqu'il se sent menacé dans son image sociale. Ses avocats plaident l'homicide involontaire, arguant que Forestier n'avait pas l'intention de tuer Céline Marchand, que tout est parti d'un moment d'égarement, qu'il a paniqué face aux cris de la jeune femme et a agi sans réfléchir. Ils mettent en avant ses 16 années de remords silencieux, sa vie exemplaire par ailleurs, ses contributions à la société. Le procureur, lui, voit les choses différemment. Il insiste sur la préméditation implicite dans le fait d'avoir attendu Céline dans sa voiture, de l'avoir volontairement conduite loin de son domicile, de l'avoir séquestrée dans l'entrepôt. Il souligne la dissimulation minutieuse du corps, l'absence totale de remords apparents pendant 16 ans, la vie normale menée comme si de rien n'était. Le procès se déroule en mars 2005, presque exactement 17 ans après la disparition de Céline. Il dure 2 semaines. Marie-Claire Marchand assiste à chaque audience, assise au premier rang, silencieuse et digne. Sandrine Lefebvre fait le déplacement depuis Grenoble pour témoigner, Vincent Garnier également. Tous décrivent Céline, sa gentillesse, son sérieux, ses projets d'avenir brisés. Brigitte Forestier, l'épouse, témoigne en larmes. Elle affirme n'avoir jamais rien soupçonné. Son mari était parfois distant, parfois nerveux, mais elle mettait cela sur le compte du stress professionnel. Elle demande pardon à Marie-Claire, même si elle sait que ce mot est insuffisant face à l'horreur de ce qui s'est passé. Les enfants Forestier, maintenant adultes, doivent vivre avec le fait que leur père est un meurtrier. Leur vie bascule. Leur nom devient synonyme d'infamie. Jacques Fontaine, l'ancien inspecteur, témoigne également. Il explique les limites de l'enquête initiale, l'absence de pistes solides à l'époque. Il reconnaît avec humilité qu'Arnaud Forestier n'avait pas vraiment été considéré comme un suspect sérieux, que son statut social et son alibi initial l'avaient protégé. Le commandant Élise Beaumont présente les éléments matériels. Le sac à dos, les photos, le véhicule reconstitué grâce aux archives, l'autocollant maçonnique. Elle explique comment la photo Polaroid a été la clé qui a permis d'identifier le coupable après tant d'années. Arnaud Forestier lui-même prend la parole. Il confirme ses aveux, il présente ses excuses à Marie-Claire Marchand, reconnaissant que ses mots sont dérisoires face à ce qu'il lui a infligé.
Il explique qu'il a pensé se suicider plusieurs fois au cours des années, mais qu'il n'en a pas eu le courage. Le verdict tombe le 23 mars 2005. Arnaud Forestier est reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes, préméditation et dissimulation de cadavres. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Marie-Claire Marchand ne montre aucune émotion particulière en entendant le verdict. 25 ans. Forestier en purgera probablement 18 ou 20 avec les remises de peine. Il sortira peut-être de prison vers 2023-2025. Il aura alors 78-80 ans. Il aura encore un peu de vie devant lui. Céline, elle, n'a jamais eu cette chance. Le corps de Céline Marchand est restitué à sa famille après toutes les procédures judiciaires. Marie-Claire organise des funérailles simples et intimes le 15 avril 2005, jour qui aurait été le 38e anniversaire de sa fille. Elle choisit le cimetière de Villeurbanne, près de la tombe du père de Céline. Une petite pierre tombale blanche avec une inscription simple. Céline Marchand, 1967-1988. Fille aimée, étudiante brillante, disparue trop tôt. Lors de la cérémonie, une cinquantaine de personnes sont présentes. Anciens camarades de classe, professeurs de l'université, amis, voisins. Sandrine lit un texte qu'elle a écrit sur son ami, évoquant les soirées passées à réviser ensemble, les rires, les projets d'avenir. Nathalie Perrin dépose sur la tombe un bouquet de violettes, les fleurs préférées de Céline. Vincent Garnier reste en retrait, le visage marqué par la culpabilité de n'avoir jamais su que sa soirée serait le point de départ d'une telle tragédie. Après les funérailles, Marie-Claire rentre dans son appartement de Villeurbanne. Elle regarde longuement la chambre de Céline, qu'elle a conservée intacte pendant 17 ans. Puis, doucement, elle commence à ranger les affaires de sa fille. Les livres de cours ne serviront plus à personne, mais elle garde les photos, les dessins d'enfance, quelques vêtements. Elle transforme la pièce en une chambre d'amis normale. Ce n'est pas un oubli, c'est une acceptation. Le commandant Élise Beaumont poursuit sa carrière à la brigade criminelle. L'affaire Céline Marchand devient l'un de ses succès les plus médiatisés, mais elle ne le vit pas comme une victoire. Comment pourrait-elle? Une jeune femme est morte. Une mère a souffert pendant 17 ans. Un homme a gâché plusieurs vies par une impulsion criminelle. Il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire. Jacques Fontaine, l'ancien inspecteur, trouve enfin une forme de paix. Il n'a pas résolu l'affaire lui-même, mais au moins elle a été résolue. Il sait maintenant ce qui est arrivé à Céline. Il peut tourner la page. Sandrine Lefebvre retourne à sa vie à Grenoble, mais elle garde sur son bureau une photo d'elle et Céline prise lors de leur première année d'université, deux jeunes femmes souriantes qui ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Elle la regarde parfois et se demande comment leur vie aurait évolué si cette nuit de mars 1988 s'était déroulée différemment. Si Céline avait attendu quelques minutes de plus avant de partir, si elle n'était pas allée à cette soirée, si elle avait refusé de monter dans la voiture de Forestier, tant de si qui ne changeront jamais rien. L'entrepôt quai Romain Roland est finalement rénové et transformé en appartement de standing. Les nouveaux résidents ne savent généralement pas qu'un crime horrible a été commis là autrefois. La vie continue, indifférente au drame du passé. Marie-Claire Marchand vit encore 6 ans après les funérailles de sa fille. Elle s'éteint paisiblement dans son sommeil en février 2011, âgée de 75 ans. Ses dernières volontés spécifient qu'elle souhaite être enterrée à côté de Céline. La demande est exaucée. Mère et fille reposent désormais côte à côte au cimetière de Villeurbanne. Arnaud Forestier purge sa peine à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Il participe aux activités de réinsertion, travaille à l'atelier de menuiserie de la prison. Il ne reçoit quasiment aucune visite. Sa femme a demandé le divorce 2 mois après le procès. Ses enfants ont coupé les ponts. Il vit avec le poids de son crime, condamné non seulement par la justice, mais aussi par sa propre conscience. En 2023, Forestier a 77 ans. Il est toujours en prison, sa demande de libération conditionnelle ayant été refusée.
Les autorités estiment qu'il représente encore un danger potentiel et que la gravité de son crime ne justifie pas une libération anticipée. L'affaire Céline Marchand est devenue un cas d'école dans les formations de police. Elle illustre l'importance de ne jamais négliger aucune piste, même quand un suspect semble au-dessus de tout soupçon. Elle montre aussi comment les nouvelles technologies, ici une simple photo Polaroid retrouvée par hasard, peuvent résoudre des affaires anciennes. Cette affaire nous rappelle que derrière chaque disparition non résolue, il y a une famille qui souffre, des questions sans réponse, une vie interrompue brutalement. Elle nous montre aussi que la vérité, même après des décennies, peut parfois émerger des endroits les plus inattendus. Un sac à dos caché dans un mur. 3 photos dans un appareil oublié. Un reflet dans une vitre de voiture. Céline Marchand voulait devenir pharmacienne, ouvrir son officine, aider les gens de son quartier d'enfance. Elle ne le fera jamais. Mais son histoire restera gravée dans la mémoire collective lyonnaise comme un avertissement sur la fragilité de la vie et sur le fait que le mal peut se cacher derrière les façades les plus respectables. Cette histoire nous interroge sur notre capacité à voir les signes avant-coureurs, à protéger les plus vulnérables, à ne jamais baisser la garde face au danger qui peut surgir même dans les situations les plus banales. Une simple proposition de raccompagner quelqu'un chez lui, un geste qui semble gentil, prévenant, et qui peut se transformer en tragédie. Que retenir de tout cela? Que la prudence n'est jamais excessive. Que même les personnes respectables peuvent cacher des parts d'ombre, que les apparences sont souvent trompeuses, et surtout, que chaque vie a une valeur inestimable, que chaque disparition mérite qu'on recherche la vérité, qu'on n'abandonne jamais, même après des années, même quand tout semble perdu. Le Polaroid de Céline Marchand, cet appareil acheté d'occasion qu'elle adorait pour capturer des moments spontanés, a fini par capturer bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il a capturé la preuve qui, 16 ans plus tard, amènerait justice à sa mémoire. Un petit appareil photo qui est devenu, d'une certaine manière, sa voix posthume, son témoignage silencieux, mais implacable. Ce cas nous montre à quel point les objets peuvent porter des histoires, contenir des vérités. Cette photo, dans le reflet d'une vitre, floue, imparfaite, a suffi à démasquer un meurtrier qui pensait que son secret était enterré à jamais sous le béton. Aujourd'hui, quand vous passez dans les rues de la Croix-Rousse à Lyon, vous pouvez voir une petite plaque commémorative, installée rue Néret, près de l'endroit où Céline a été vue pour la dernière fois vivante. À la mémoire de Céline Marchand, 1967-1988, étudiante en pharmacie, dont la vie a été tragiquement interrompue. Que son souvenir nous rappelle de rester vigilants et de chérir chaque instant. Cette affaire nous montre comment un instant de vulnérabilité, un moment où l'on baisse sa garde, peut avoir des conséquences irréversibles. Céline était prudente, intelligente, responsable, mais elle a fait confiance à quelqu'un qui semblait digne de confiance, et cette erreur lui a coûté la vie. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous remarqué les indices tout au long du récit? Pensez-vous que la justice a été rendue de manière appropriée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi être intéressé par ce genre d'affaires. Prenez soin de vous, restez vigilants et souvenez-vous que derrière chaque histoire, il y a des vies réelles, des familles qui souffrent et des vérités qui méritent d'être découvertes.